On est au tout début des années 2000, un mardi d'été. J'ai 7 ans, c'est bientôt le CE1, il est 20h30 et comme j'ai pas école le mercredi, j'ai le droit de regarder un film à la télé ce soir. Et ça tombe bien car ma mère a trouvé, en faisant ses courses dans le champion du coin, une cassette qui traînait dans un bac VHS, un dessin animé avec une illustration complètement superbe qui changeait un peu des Disney auxquels j'étais habitué, une illustration coloré, qui sentait bon l'aventure, et surtout qui avait des chiens en personnages principaux. Tout est réuni pour passer une excellente soirée. Alors, en toute sérénité, je m'apprête à plonger dans ce monde merveilleux, et je lance Charlie. Les amis, croyez-moi, le soir même, j'en ai fait une nuit blanche, et je crois même que c'est le film qui m'a fait prendre conscience que la mort existait en fait. Je veux dire, la mort, j'y avais déjà été confronté par ma vie, par l'art, mais sans trop la comprendre. Je savais juste que c'était triste quand la maman de Petit Pied s'endormait, ou quand la jeune fille de Jeux Interdits devait quitter ses parents dans l'introduction. Mais là, j'ai clairement été traumatisé par ce film, Charlie. Au titre anglais, quand même bien plus explicite que ne l'est son titre français, All Dogs Go to Heaven. You're such a grouch. Produit et réalisé par Don Bluth, qui peut honnêtement se vanter d'être responsable d'une grande partie des traumas de jeunesse de ma génération, autant avec Le Petit Dinosaure qu'avec Fievel qu'avec Le Nouveau Monde, All Dogs Go to Heaven est un film qui n'a pas eu de chance. Il a fait l'erreur, à sa sortie en salle en 1989, de se retrouver face à La Petite Sirène, le film de Disney qui était un tsunami, qui a tout raflé à l'époque, qui aura même droit à plusieurs ressorties, notamment le 14 novembre 1997. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 14 novembre 1997, il y a aussi la sortie de Anastasia, de Don Bluth. Le mec déteste La Petite Sirène, ou alors La Petite Sirène le déteste. Je pense que tu lui montres un DVD de La Petite Sirène, il hurle. Et bref, du coup, face à ce tsunami-là, évidemment, All Dogs Go to Heaven n'a pas été un grand succès en salle. Par contre, il a quand même eu droit à une deuxième vie, grâce à sa VHS. Et donc, il a trouvé toute une nouvelle génération de gamins comme moi à traumatiser. Le film nous plonge en 1939, en pleine Nouvelle-Orléans, et croyez-moi, on est sur un pur film noir. On y suit notre héros, c'est vite dit, donc Charlie, qui est un chien escroc, un bandit qui multiplie les arnaques et les mauvais coups dans un casino avec son coéquipier qui n'a pas trop envie de partager les gains avec lui, et qui le fait assassiner. Voilà l'ambiance. Et après sa mort, Charlie va au ciel, par défaut, en dépit de n'avoir pas fait une seule bonne action dans sa vie, mais juste parce qu'en fait ça reste un chien, et que tous les chiens vont au ciel. Mais ça s'arrête pas là. Parce que Charlie, il va trouver le moyen de revenir sur Terre pour organiser sa vengeance et retrouver le traître qu'il a assassiné. Après 1000 aventures, mêlant crocodile géant et terrifiant, complètement traumatisant, rencontre d'une fille orpheline adorable que Charlie va utiliser comme un gros pervers narcissique, entreprise de paris sur les combats d'animaux, bref, tout y est et c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends à voir à 7 ans quand tu n'as vu que la jaquette de ce film. Et du coup, ce film, évidemment, je l'ai revu avant d'écrire cette vidéo pour le voir avec mon regard actuel. Voir si le Louis de 7 ans était peut-être juste un peu fragile. Pas tant, vraiment pas tant. Je comprends complètement comment j'ai pu être trauma par ce film. All Dogs Go to Heaven est un film qui est fascinant. Et fascinant par son amour du dérangement, en fait, je dirais. Charlie? Charlie, they're gonna kill you, Charlie! Oh, Charlie, they're gonna kill you! Ce film, c'est pas seulement un souvenir d'enfance exagéré par la nostalgie, Ça maintenant, après l'avoir revu, j'en ai la certitude. Je veux dire, dans la matière même du film, dans sa mise en scène, dans son écriture, dans son rythme, dans sa manière de constamment déstabiliser aussi le spectateur, en refusant de choisir entre le conte pour enfants et la fable morale complètement adulte et complètement tirée du film noir, tu sais jamais trop sur quel pied danser. Et là-dessus, All Dogs Go to Heaven, c'est quand même une petite folie. En fait, voilà, c'est un film qui ne cherche jamais à rassurer, qui construit jamais un cadre sécurisant, et qui au contraire, en fait, repose sur une logique de déséquilibre permanent. Et c'est précisément ce déséquilibre, en fait, qui explique pourquoi, je pense, tant d'enfants ont été marqués, voire traumatisés par cette expérience. Et évidemment, ce qui frappe immédiatement, moi, ce qui me frappe direct quand j'ai reçu le film en étant gamin, et ce qui m'a frappé en le revoyant là,
c'est la manière dont le film aborde la mort. La mort, c'est pas un événement abstrait ou métaphorique, c'est pas une manière d'avoir du tir-larme ou un rebond dramatique, c'est juste une réalité brutale et sèche. Le personnage principal, Charlie, il est assassiné dès les premières minutes, dans une séquence d'une violence assez étonnante quand même narrativement pour un film d'animation destiné sur le papier au jeune public. Bref, il se fait assassiner et... il est mort, c'est tout. Boum. C'est comme ça, sans pédagogie, vous savez, sans dernier grand discours avant de fermer les yeux doucement avec une musique au violon. Pas de ça, hein. Là non, c'est brutal, il est mort, c'est tout. Ça arrive d'un coup en quelques secondes, et en quelques secondes, t'es vivant, t'es mort. Ok. Et ça arrive tôt, hein. Ça arrive très très tôt. Et du coup, dès les premières minutes du film, tu comprends que t'es pas dans un univers où tu vas être protégé, en fait. T'es dans un univers où tout peut arriver, et ça, pour un gamin, c'est pas rassurant, hein. Et ce qui m'a marqué au revisionnage, je pense pas que je l'avais process par contre là, en étant gamin, et c'est encore une fois un peu troublant, hein, c'est que ici la mort, elle vient pas purifier notre personnage principal. Je veux dire, Charlie n'est pas un héros victime d'une injustice qui est tué par des gens pires que lui ou que sais-je, hein. Non. Charlie la mort, il la mérite entre guillemets, il est tué par les mêmes que lui, il est lui-même profondément imparfait, intéressé et manipulateur. Ça se voit dans la narration, ça se voit dans la mise en scène aussi de Don Bluth qui cadre et montre souvent Charlie dans des situations où il domine, où il exploite et où il trompe les autres personnages. Et d'ailleurs, ça donne parfois des plans totalement déséquilibrés et surprenants. En fait, je veux dire, il est filmé comme un méchant, hein, Charlie. Il est filmé comme Scar dans Le Roi Lion, hein. Il est filmé comme une menace. Et ça, pour un gamin, surtout qu'on parle d'un chien que tu adores quand t'es gamin, c'est ultra déstabilisant de voir le héros que tu es censé aimer et auquel tu es censé t'attacher filmé comme une menace pour les autres personnages qui sont finalement parfois bien plus sympas que lui. T'as 7 ans, t'as besoin de manichéisme, t'as besoin d'une menace clairement identifiée et d'un gentil très gentil qui lutte contre cette menace-là. Et là, cette absence de repères clairs, c'est quand même gros parti pris, hein. Et puis ça se retrouve complètement dans l'univers visuel du film où t'as franchement plus l'impression d'être chez Otto Preminger que dans un Disney, hein. Oh, whoa! Come on, let's get out of here. I'm sorry, Charlie. I think that was... Don't think. From now on, I'll think. Okay, you think... L'influence du film noir, elle dépasse largement le cadre du récit, elle est très visuelle aussi. Et contrairement aux productions de Disney de la même époque, qui, eux, privilégiaient, vous voyez, des palettes de couleurs ultra lumineuses, des compositions très harmonieuses, ici, c'est pas pareil, hein. Don Bluth, il opte vraiment pour des décors qui sont très sombres, qui sont très désaturés, qui sont presque étouffants, avec des arrière-plans qui sont très très chargés aussi. C'était aussi le cas dans Fievel et le Nouveau Monde. Des arrière-plans très très chargés, parfois même, je dirais, volontairement brouillons, toujours un peu oppressant, quoi. Et puis, il y a aussi un gros parti pris dans la technique d'animation. Alors, attention, techniquement, c'est du solide, hein, je veux dire, techniquement, le film, clairement, il réussit tout ce qu'il en te prend. L'animation, elle est nickel. Mais, il y a ce parti pris. Le parti pris d'éviter une animation trop propre, trop lisse. Il y a ce parti pris d'être un peu saccadé, d'avoir des mouvements brutaux, enfin, d'avoir une certaine nervosité, en fait, dans l'animation, quoi. Et ça, pareil, quand t'es gamin, ça te crispe, hein. Ça te met sous tension, clairement. Et ça fonctionne pareil quand t'es adulte. Moi, ça a fonctionné pareil sur moi, là, en le revoyant. On passe d'une scène légère à une scène très sombre, sans véritable respiration, et tu te retrouves projeté dans un monde chaotique, imprévisible, avec des séquences même parfois, franchement, terrifiantes. Moi, je me souviens d'une séquence qui m'avait complètement marqué. Elle m'avait vraiment... quand j'étais gamin, elle me terrifiait. C'était la séquence de l'enfer. La séquence de l'enfer, les amis, la séquence de l'enfer. Oh, rien que sur le plan purement visuel, c'est dur, hein. Avec ces couleurs agressives qui sont dominées par le rouge et le noir, avec ces formes qui se déforment justement, avec ces créatures qui deviennent hyper grotesques et abstraites, enfin c'est une séance qui pue le chaos, c'est un vrai cauchemar cette séquence qui te brouille tous tes repères et qui est juste terrifiant. Mais ça c'est pas nouveau, je dirais, ce rapport frontal à la peur, il a toujours existé un peu chez Don Bluth. La peur, il a pas envie de l'exorciser, il a pas envie de l'édulcorer. Déjà dans Le Petit Dinosaure, il explorait des émotions assez similaires
similaire avec les dents tranchantes par exemple. Bon, dans une structure plus classique, plus rationnelle, on avait peur d'ennemis clairement identifiés, bah voilà, les dents tranchantes. Mais ici, je trouve que ça va beaucoup plus loin parce qu'il intègre cette noirceur qui existait le temps de quelques séquences du petit dinosaure par exemple. Il l'intègre à chaque élément du récit, il l'intègre directement de la construction du monde et des personnages. T'as pas un gros méchant, t'as pas le mal qui est présenté et personnifié par un ennemi. Je dirais que le mal, en fait, il est là partout. Il est un peu diffus. Il est dans chaque personnage, dans chaque construction du monde. Il est présent dans les comportements, dans les choix, dans les relations. Et dans les relations, Charlie, c'est un sacré fumier, hein. Quand je pense à cette gamine orpheline, là, c'est un truc de fou. Enfin, la relation qu'il a avec cette gamine orpheline, j'ai envie de dire que dans un Disney classique, tu retrouverais forcément ce schéma de l'adulte imparfait, un peu truand, un peu voyou, qui apprend à devenir un être humain meilleur au contact d'une jeune gamine orpheline qui essaye de le tirer vers le haut. Là, c'est pas du tout ça, quoi. Poor child. Kidnapper. Kidnap? Rescuer. But boss. Itchy, button it up. Non, là, clairement, tu peux rêver, hein. Charlie, il exploite réellement la gamine, il l'utilise pour gagner de l'argent, il s'en fout d'elle, il y a un rapport de force dominant-dominé qui dure pendant la quasi-totalité du film, et qui aide pas à rendre l'atmosphère moins inquiétante ou moins bizarre, hein. C'est même cette bizarrerie, honnêtement, qui m'avait sacrément marqué quand j'étais gamin. Il y a des séquences tellement étrange. Le fameux numéro musical de l'alligator, des séquences, les séquences de l'enfer, du coup. Il y a des ruptures de ton, en fait, qui donnent l'impression de voir 5 films en une scène. Et il y a quand même un vrai choix, un vrai refus du conformisme, un refus de normes, quoi. Et du coup, ça donne un film, ouais, qui est assez irrégulier, qui est franchement totalement imprévisible, jamais lisse, en fait, et ça, moi, franchement, je valorise. Don Bluth, il offre un film chaotique, tellement plus chaotique que le Disney concurrent qui édulcore Andersen à foison, tellement plus risqué, tellement moins facilement accessible. Et évidemment que l'échec relatif du film au box-office, il s'explique en fait par ce décalage-là. Mais c'est aussi ça qui lui permet avec le temps de devenir un film vers lequel on revient en fait, un film profondément culte. Parce qu'au-delà de ses défauts, quand même, c'est un film qui propose une vision du monde complexe, parfois inconfortable, mais toujours très très forte. Et moi, je veux finir sur ça, sur cette idée qui est très très précieuse, je dirais, et qui manque beaucoup en 2026 et qui explique que le film, j'ai envie d'y retourner 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, Louis, t'as 32 ans, mais qui explique en tout cas que le film, je m'en sois réellement souvenu. Charlie, il traite pas les enfants comme un public à protéger absolument. Il considère pas les enfants comme des petites choses fragiles et neuneux qui ne comprennent que le manichéisme et l'explicite à foison. Il les traite comme des spectateurs capables de ressentir, capables de comprendre, capables d'être confrontés à des émotions difficiles parfois à théoriser ou à expliquer. Et c'est ça qui explique en fait pourquoi peut-être des années plus tard ce film continue à hanter ceux qui l'ont vu gamin. Parfois même par hasard, comme moi. Parce que c'est pas un film qui se contente en fait de les divertir en leur disant de poser leur cerveau. C'est un film qui a laissé une trace en fait, une trace étrange, une trace même parfois un peu inconfortable, mais une trace profondément marquante. Et c'est pour ça que vraiment je voulais valoriser ce film et je voulais vous reparler de All Dogs Go to Heaven, le film qui m'a traumatisé et qui me traumatise encore aujourd'hui.